Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU, en accord avec le Cameroun, l'organe a réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États. Retour sur les points saillants de la déclaration du président du Conseil de sécurité dans ce journal. Le temps de l'évaluation des pertes et dégâts du fait des attaques terroristes dans la région du Nord-Ouest, le ministre de l'administration territoriale est à Bamenda pour faire le point et prendre des mesures. Coronavirus, la situation est sous contrôle au Cameroun, mais il ne faut pas baisser la garde. Dans les établissements scolaires, le respect strict des mesures d'hygiène est de mise. Voilà pour les titres du journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La position des Nations Unies est sans équivoque. Au cours de la réunion sur la paix et la sécurité en Afrique, le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les États, conformément à la Charte des Nations Unies. Retour sur cette mise au point des Nations Unies, Philippe Roger Sama. La déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme et l'extrémisme en Afrique est sans équivoque. Elle invite en effet à la retenue aussi bien qu'elle s'insurge contre l'ingérence. C'est une réunion qui avait été souhaitée par la plupart des États africains et c'est important que les 8 aspects qui étaient prévus aient été clairement discutés. Donc l'aspect notamment concernant une solidarité mondiale plus accrue vis-à-vis des États africains confrontés au terrorisme, mais aussi l'aspect qui engage les États membres des Nations Unies à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du financement du terrorisme, vis-à-vis par exemple de tous ceux qui font proliférer les logiques proches du terrorisme sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dans un contexte où plusieurs États africains, dont le Cameroun, font face à de violentes menaces terroristes, cette déclaration intervient comme une mise au point nécessaire. Il vaut comme un rappel pour tous les membres de la communauté internationale. N'oubliez pas que le Conseil de sécurité est l'organe politique majeur du système international. Il n'y a rien au-dessus du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la déclaration du président du Conseil indique très clairement que la communauté internationale doit se montrer solidaire des États africains confrontés, mais aussi de l'Union africaine et des communautés économiques régionales africaines. Et je pense que ce n'est pas rien par rapport au contexte, que ce soit au Sahel, que ce soit à l'est du continent ou que ce soit ici dans le bassin du lac Tchad ou dans un pays comme le nôtre qui fait face à ce phénomène sur plusieurs fronts. La position claire du Conseil de sécurité de l'ONU rejoint à n'en point douter les préoccupations du gouvernement camerounais, engagé depuis 6 ans dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord, couplé depuis 3 ans à la lutte contre les terroristes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On évalue la situation sécuritaire dans le nord-ouest après l'attentat terroriste de dimanche dernier à Bamenda. Le ministre de l'administration territoriale a présidé une réunion à ce propos. Ce vendredi, Paul Atangandji et les autorités locales ont également évoqué les dispositions à prendre pour les législatives partielles du 22 mars prochain, ainsi que les problèmes liés à la circulation des mototaxis. Séverin Alégambélé pour les détails. Tout ce qui s'est dit ce vendredi à la réunion d'évaluation sécuritaire se réfère en partie à l'explosion de la bombe artisanale le 8 mars dernier à la place des fêtes de Bamenda. Les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité autour du ministre Paul Atangandji sont conscients des efforts à faire pour amener le calme dans la région en réduisant les poches de résistance séparatistes à leur plus petite expression. C'est une réunion prescrite sur très hautes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Le gouverneur a fait son exposé, les responsables de forces de défense et de sécurité ont fait des exposés, les autorités administratives, préfets, sous-préfets. Ce que nous pouvons dire en dépit des défis sécuritaires du moment, la situation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest est complètement sous contrôle. Et maintenant, on va mener des enquêtes pour les transmettre à qui de droit sur cet attentat horrible. L'engin explosif improvisé à la Commercial Avenue a laissé des marques indélébiles au double plan humain et économique, mais ici, on refuse de céder à l'émotion de peur. La vie doit suivre son cours normal, surtout qu'à très court terme, il y a le vote des députés à reprendre dans 10 circonscriptions de la région. On va renforcer le dispositif afin que les élections puissent se dérouler le 22 mars dans de très bonnes conditions. Elle est comme chargée de ces élections
évidemment, va bénéficier de l'encadrement sécuritaire des forces de défense et de sécurité et des autorités administratives. La recommandation est faite aux autorités locales de veiller aux activités de certains segments de la société, notamment les mototaxis. Nous avons lu les rapports des forces de défense et de sécurité et il a été constaté que la plupart des atrocités commises dans la région du Nord-Ouest et peut-être ailleurs sont le fait de la complicité des conducteurs de mototaxis. Dorénavant, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, le texte du Premier ministre sur le transport par mototaxi sera appliqué à la lettre. Restons dans la région du Nord-Ouest pour parler cette fois du transport interurbain dans la Meusam. De nouvelles mesures sécuritaires voient le jour. Le préfet vient de signer un arrêté portant sécurisation des voyages. Le texte de Simon-Émile Meau fixe le départ du convoi tenu par les forces de défense et de sécurité en matinée à 9h et en soirée à 18h. Les horaires à observer à l'entrée de la région du Nord-Ouest sont 6h le matin et 18h au plus tard le soir. Par ailleurs, les motos ont jusqu'au 17 mars 2020 pour se conformer aux nouvelles dispositions, du reste bien accueillies par les usagers. Augustin Guizana pour plus de précisions. Désormais donc à côté des contrôles de routine, les forces de défense et de sécurité vont escorter les véhicules qui vont partir de Bamenda, qui vont entrer en convoi selon les horaires bien définis. De jour comme de nuit, le secteur des mototaxis lui aussi n'aura pas d'état de grâce. Dès le 17 mars 2020, c'est ce qu'indique le préfet de la Meusam. Les conducteurs de ces engins à 2 roues doivent se faire identifier, faute de quoi l'exercice de leur profession sera prohibé dans cette partie de la région du Nord-Ouest. Il a été prouvé que beaucoup d'actes de terrorisme sont posés par ceux-là même qui conduisent ces mototaxis. Et ces motos n'ont pas de documents. Les conducteurs de ces motos ne sont pas identifiés et en plus donc, ils commettent de graves atteintes sur nos populations. Couverture médiatique en temps de crise, le Conseil national de la communication appelle au renforcement du patriotisme. C'était ce vendredi au cours d'une concertation avec la presse locale sous le thème « Le journaliste entre liberté et responsabilité sociale ». La rencontre de 4 heures d'horloge était présidée par le président du Conseil national de la communication, Peter Isoka. Daniel Munanga nous en dit davantage. Discussion franche et ouverte pendant près de 4 heures. Autour de la table, le Conseil national de la communication et la presse nationale. On était entre professionnels et on a échangé et on s'est très bien compris. En débat, la couverture médiatique en temps de crise. Le CNC et les hommes de médias cherchent le bon équilibre du journaliste entre liberté et responsabilité sociale. On a fait un tour d'horizon de beaucoup de choses, surtout en considérant que le pays est en crise et que le journaliste a une responsabilité d'informer et informer avec, comme les Anglais disent, balance, un équilibre de l'information. Il faut éviter le discours de la haine et je suis satisfait que cette réunion a eu lieu et nous allons continuer avec d'autres réunions. L'approche du CNC a mené les médias camerounais à constituer un front commun, une sorte de pacte patriotique par ces temps difficiles au Cameroun. Les routes communales méritent une plus grande attention des entreprises en activité sur les chantiers de réhabilitation de l'axe Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. Le ministre des Travaux publics a invité ces entreprises à accélérer leurs travaux en tenant compte des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications et de leurs déplacements. Dans la suite du ministre Nganou Djoumessi, notre reporter Rodrigue Bertrand Tuenou. À 8h20, le ministre des Travaux publics était déjà sur le chantier du lot 1, Yaoundé et Bebda Kanglon. Le taux d'exécution physique des travaux ici est de 66%. Sur le lot de Kanglon Tonga, il se situe à 68%.
De faibles taux que les entreprises, au cours de la réunion de restitution, mettent sur le dos de certaines contraintes, telles que le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, qui nécessitent 5 milliards de francs CFA. Le ministre a opposé une fin de non-recevoir à cette facture. Il a prescrit l'identification, la protection de ces réseaux et la poursuite des travaux. Il a insisté sur la nécessité impérieuse de réaliser toutes les routes communales contenues dans les contrats. Une sortie très appréciée par les bénéficiaires. Si la nationale numéro 4 est réhabilitée et que les pistes communales ou bien les voies communales ne sont pas aménagées, vraiment ce ne serait pas très reluisant de la part de la population qui devrait être en fait le premier bénéficiaire de la réhabilitation de ces travaux. Et il n'y aura plus de prorogation de délai. Les travaux doivent être achevés fin 2020. Nous allons faire une modification au niveau de la logistique, au niveau des engins et aussi au niveau de l'approvisionnement, non seulement en bitume mais en ciment, puisque ce sont les matières les plus importantes au sein de notre projet. Donc nous allons faire l'effort, n'est-ce pas, de respecter les délais. Le lot 3 Tonga-Babadjou a été parcouru et au bout du linéaire, il a constaté avec satisfaction la reprise des travaux sur les 10 premiers kilomètres de la route Babadjou-Bamenda par l'entreprise Sogea Satom après une période de perturbation. L'entrée est de la cité capitale économique Douala connaît une métamorphose plutôt satisfaisante entre la Dibamba et la borne 10 du quartier Yassam. Cependant, les chantiers de terrassement sont confrontés à de nombreux problèmes liés notamment à des installations de télécommunications, d'énergie et d'eau. Le ministre des Travaux publics est allé prendre la pleine mesure des difficultés relevées par les entreprises. Léon Bertrand-Tanefo de CRTV Littoral. Le changement perceptible entre la Dibamba et borne 10 à Yassam aurait pu donner plus de motifs de satisfaction. La métamorphose de l'entrée est de la ville de Douala s'opère et à un rythme satisfaisant depuis le début des travaux le 9 août 2019. Seulement quelques obstacles ralentissent encore cet envolé. Au premier rang, la non-libération de l'emprise par les installations hydrauliques, électriques et de télécommunications. On va régler des problèmes qui sont d'ordre religieux avec les tombes de Ayassa. On arrive en saison des pluies, vous connaissez les problèmes des chantiers de terrassement. Des problèmes bien connus et qui doivent être résolus dans l'urgence pour le respect des engagements internationaux du Cameroun. Emmanuel Ngano-Djoumessi prescrit alors célérité et collaboration parfaite pour déplacer ou protéger ces installations afin de favoriser la poursuite des travaux. Le déplacement de ces installations qui font obstacle aux avancées des travaux doit pouvoir se faire dès aujourd'hui. Pour Kamwota, l'orientation que j'ai donnée est qu'avec Magui, qui est sur le champ des travaux, identifie la conduite, la protège et fait ses travaux de terrassement. Une levée des barrières qui aura pour finalité la livraison du chantier avant le 30 novembre 2020, délai fixé par le maître d'ouvrage. Restons en économie, mais sur un autre champ, l'agriculture, où il faut booster la croissance et créer la richesse. Le café, la banane plantain ou encore les cultures vivrières sont dès lors des produits à même de donner un élan à l'agriculture de seconde génération. Le ministre Gabriel Mbaïrobe est allé dans le Mungo, région du littoral, sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux du secteur agricole. Rufin Kacham de CRTV Littoral. Le Mungo veut renouer avec le café, surtout avec l'arabica qui a fait son lustre. Et ce n'est pas la baisse des coûts mondiaux qui jouera les troubles faits. Car la solution se trouve, précise le ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans le projet spécialisé du café qui vient d'être mis sur pied par le gouvernement. Pour cela, l'État compte sur la ferme de multiplication et de diffusion du matériel végétal de Bouroukou. Autre secteur qui fait l'objet de l'attention particulière du gouvernement, la banane. Malgré la baisse de la production due à la crise sécuritaire qui secoue le sud-ouest et le nord-ouest, Gabriel Baraoubé rassure. Pour ce qui est de la banane, nous essayons d'appuyer la relance de cette culture. En ce qui concerne le café, le gouvernement continue à considérer le café comme
l'une de nos cultures phares de rente. La bonne nouvelle, c'est dans le secteur des produits maraîchers et les cultures vivrières, portées par les femmes et les jeunes. Ce sont chaque jour des emplois qui sont créés dans le secteur. Mais il faut les accompagner, surtout dans le volet transformation et distribution. À ces derniers, du matériel agricole est remis. Il en est de même des producteurs du poivre. Le secteur est en pleine expansion et nous devons déboucher sur des certifications. Va lancer le Minader qui engage l'ensemble de ces exploitants agricoles du Mongo dans le champ de l'agriculture de seconde génération. En santé, après la confirmation de la présence du coronavirus en terre camerounaise, la riposte se fait partout. Elle est effective dans les établissements scolaires également. Les responsables d'établissements insistent pour le moment sur la sensibilisation en enseignant aux élèves les règles d'hygiène à observer. Barbara Padjama a fait le tour de quelques écoles et collèges. Voici son diagnostic. Les enfants sont dressés pour faire face au coronavirus. Depuis que le virus est marqué sur le tableau de l'alerte, une suite de recommandations oriente les gestes du quotidien. Petit exemple, comment se saluer entre camarades. Pour éviter que si peut-être quelqu'un a le coronavirus qui m'est touché, je nettoie mes mains avec le désinfectant. Les codes sont connus parce que la sensibilisation est accrue. Terminale des scientifiques, les élèves sont devenus les enseignants d'une matière très délicate. Et on doit faire attention au fait que si on tousse, on ne doit pas toucher notre visage parce que le virus aura du temps, aura des ouvertures pour atteindre notre appareil. À l'heure des grands rassemblements, les responsables d'établissements tirent sur la sonnette d'alarme pour informer ou rappeler la présence de la menace. Veillez à ce que les élèves ne jouent pas en se donnant la main. Bien sûr, c'est difficile. Mais on continue la sensibilisation. Au niveau des toilettes, nous avons 2 personnes qui les reçoivent quand ils sortent des toilettes. Les infirmeries se sont approvisionnées d'un minimum de prévention. Dès qu'on reçoit un enfant qui a la toux, n'importe quel genre de toux, on le renvoie à la maison avec masque et pour la prise en charge par les parents. Difficile de s'isoler dans une culture de vivre ensemble. Pour respecter les prescriptions, les élèves gardent une distance chaleureuse pour ne pas laisser passer cet ennemi du contact physique. Il ne faut surtout pas oublier le numéro vert, le 1510. Le coronavirus menace très sérieusement l'économie mondiale étant à la déstructurer. Le ministre des Finances et le groupement interpatronal du Cameroun réfléchissent à la meilleure façon de protéger l'économie nationale des conséquences de cette pandémie. Les deux parties étaient en concertation hier à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le président du JICAM, Célestin Tawamba, est au micro de Lucrèce Medoundjimba. Nous avons convenu d'une feuille de route qui devrait nous permettre de faire face aux défis qui interpellent notre pays, face en plus aux nouveaux défis actuels du coronavirus qui modifient complètement de manière structurelle tous les indicateurs macroéconomiques. Et il faut donc que notre pays, l'État, le secteur privé puissent ensemble travailler à l'unisson pour relever notre économie et faire face également à tous les défis sécuritaires de notre pays. La vitesse de propagation du Covid-19 inquiète et sonne l'alerte d'une lutte concertée et synergique. Les pays de l'Afrique centrale, membres de la CEMAC, viennent d'adopter à Douala des axes stratégiques avec des actions prioritaires. C'était au cours d'une rencontre des ministres de la Santé de la sous-région. Marie-Yvonne Dongo de CRTV Littoral. Une nanomolécule qui aura créé l'état d'urgence dans près de 113 pays dans le monde. La vitesse d'expansion du Covid-19, connue sous le nom de coronavirus, lance l'alerte dans les pays de la sous-région Afrique centrale. La menace de la pandémie exige une riposte adaptée au contexte des pays membres de la CEMAC, principalement au Cameroun, où les premiers cas de la sous-région ont été récemment détectés. Après une séance de travail à huis clos, les ministres de la Santé des pays membres ont adopté 4 axes stratégiques avec des actions prioritaires. Collaboration, mise à jour et partage des informations, communication. Renforcement des mesures de surveillance au point d'entrée. Renforcement des capacités sous-régionales et nationales essentielles pour la surveillance
les laboratoires et la prise en charge des cas. Mesures concrètes pour assurer la disponibilité des médicaments. Les délais de réalisation ont été fixés sur 2 périodes. Tout de même, le respect des règles d'hygiène et autres mesures protectrices demeure l'avis royal de prévention. Se désinfecter les mains par exemple n'a jamais été aussi vital. La suite de notre série sur la promotion des langues officielles. Depuis la signature de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des 2 langues officielles par le chef de l'État, les institutions s'arriment à l'application de cet instrument national. Le français et l'anglais, les 2 langues officielles au Cameroun, ont un apport certain dans la promotion de la diversité culturelle. Barbara Padjama. 2 supports qui portent la diversité culturelle. Le cadre juridique de la loi portant promotion des langues officielles du Cameroun met obligatoirement en vitrine la richesse culturelle nationale au marché mondial. Le français et l'anglais aujourd'hui constituent des points forts et surtout des éléments rendant visibles nos cultures à travers les différents supports qui les promeuvent dans le monde. Les langues nationales, la gastronomie, la vulgarisation des divers talents locaux sont mieux visibles sur le prisme du français et de l'anglais. Il faut communiquer avec les autres et si on n'est pas à la hauteur des outils et des instruments pour communiquer, quelque part on sera déficitaire. L'anglais, oui. Le français, oui. Mais le bassa, le massa, les wundo, le boulou, le banen, le foufoulé, tout ça, nous devrions et nous devons aussi nous les approprier. Parler et se comprendre facilite la cohésion sociale. L'histoire du Cameroun se raconte dans les 2 langues officielles. Le grand tableau de la diversité culturelle du Cameroun est peint en français et en anglais par des artistes camerounais militants du bilinguisme. En politique, lancement de la campagne électorale pour les législatives partielles dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. Le RDPC est engagé pour les 10 circonscriptions politiques concernées. Le chef de la délégation régionale de campagne pour le Nord-Ouest, Philémon Yang, prescrit une démarche convaincante pour près de 300 000 potentiels électeurs dans cette partie du pays. Plus de précisions avec Augustin Guizana. C'est à la tombée de la nuit que toute la crème politique du RDPC s'est retrouvée au palais des congrès de Bamenda, berceau du Parti du Renouveau, pour lancer la campagne électorale en vue des législatives partielles dans les 10 circonscriptions politiques du Nord-Ouest. La victoire du RDPC dans le but, la Mézam, la Momo et la Menchoum annulée par le Conseil constitutionnel reste un acquis selon l'ancien Premier ministre et président de la commission régionale de la campagne du RDPC dans le Nord-Ouest pour ces partiels. C'est dans cette logique qu'abondent ses camarades. Mézam Sud a été toujours prête. Nous avons travaillé et nous travaillons tout le temps. Nous avons eu un très bon score pour les élections de 9 février. Aujourd'hui, nous revenons avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination pour faire mieux que dans le passé. C'est très sûr que nous allons gagner. Pour le moment, je suis très déterminé plus qu'avant. Et je vous assure qu'on va faire tout pour gagner, mieux plus qu'avant. Le RDPC, l'un des 6 partis politiques en lice pour les législatives partielles, revient ainsi à la conquête de quelques 299 000 potentiels électeurs attendus aux urnes le 22 mars 2020. Il faut préciser qu'il y a 10 circonscriptions politiques concernées sur l'étendue de la région du Nord-Ouest pour 12 sièges de députés en jeu. Dans la région de l'Ouest, les femmes disent non à la désobéissance civile. À Baham, dans les hauts plateaux, les dames, conduites par l'honorable Faustine Fotso, ont décrié le non-respect des règles établies et des institutions républicaines par des compatriotes. André Aristide Combat de CRTV Ouest. Après une participation remarquable et remarquée au défilé marquant la 35e édition de la Journée internationale de la femme à la place des fêtes de Baham, les membres de l'association Flamme d'amour se sont retrouvés pour se partager un verre d'eau, mais aussi et surtout pour renforcer leur capacité en matière de vigilance républicaine. Elles doivent utiliser leur force pour la paix sociale. Nous tous, nous sommes alignés derrière le président légitimement
élu son Excellence Paul Biya. J'ai voulu dire à ces femmes leaders de prendre ce téléphone, d'appeler leurs enfants dispatchés partout dans le monde, à Douala, Yaoundé, pour leur dire de se détourner de ce mouvement de résistance qui nous amènera tout droit dans le chaos. Message bien reçu par les membres. Ça me va tout droit au cœur. Et si nous tous dans l'ensemble, si on veut suivre ce conseil-là, c'est qu'on va aller jusqu'au bout. L'association Flamme d'Amour, à travers sa présidente, a fait de la vigilance de tous les instants en faveur des institutions républicaines son credo. 3 morts et 4 blessés graves, c'est le bilan d'un grave accident de la circulation qui s'est produit aux environs de 19h à Bomono-Bambenge, village situé à quelques kilomètres de l'entrée ouest de la ville de Douala sur la nationale numéro 5. Selon des témoins du drame, c'est un camion Ben qui voulait éviter un nid de poule qui est entré en collision avec un coaster qui revenait de la région de l'ouest pour Douala. Les éléments des forces de l'ordre et de sécurité, les éléments du SAMU et les éléments des sapeurs-pompiers descendus sur les lieux ont procédé à l'identification des victimes et le transfert des blessés vers des centres de soins appropriés dans la ville de Douala. Le trafic qui a été interrompu une bonne partie de la nuit dernière est à présent réouvert. Dans le récap de l'actualité internationale, cette semaine, le Covid-19 et ses nombreux ravages, la pandémie du coronavirus pousse les États à adopter des mesures restrictives, parmi lesquelles suspension de vols à destination des pays touchés, fermeture d'écoles et lieux de loisirs, suspension d'événements sportifs, culturels ou encore politiques. L'actualité internationale, c'est aussi de violentes inondations en Égypte et la formation d'un gouvernement d'union nationale au Sud-Soudan. Plus de détails avec Carlet Tissot. Dans le monde cette semaine, le Covid-19 qualifié de pandémie par l'OMS. La décision publiée mercredi est motivée par le niveau alarmant et la sévérité de la propagation du coronavirus à travers le monde. Le bilan fait état de plus de 5000 morts, plus de 134 000 personnes contaminées dans 121 pays et territoires. Plusieurs mesures restrictives ont été prises par les États, vraisemblablement désunis face à la maladie. Une embellie tout de même, la Chine, berceau de la pandémie, enregistre un taux de 70% de guérison. Bonne nouvelle aussi sur le plan sanitaire. Selon les médecins, un deuxième patient atteint du VIH-Sida ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches a été guéri à Londres. Alarme en Égypte, la capitale en proie à de violentes inondations depuis la nuit de mercredi a fermé administration et écoles du fait des routes impraticables. Combat contre la dévaluation et l'inflation galopante du dollar zimbabwéen, les autorités ont adopté un régime dit de change flottant contrôlé. Deux brèves en politique au bas de ce round-up. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été désigné ce jeudi candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Toujours ce jeudi au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a dévoilé le nouveau gouvernement d'union nationale formé avec son rival devenu premier vice-président Riek Machar. Les femmes de la Kamwata étaient en fête le 8 mars dernier à l'occasion de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Et après la parade à la place Vallée Besseke à Douala, elles ont tenu à partager ensemble un moment de grande convivialité. Marie-Vonne Dongo nous en dit plus. La place Vallée de la Besseke, les femmes de la Kamwata attendent leur passage dans une ambiance conviviale. Pour cette édition, elles ont opté pour des kabas et des bibis sur la tête, parfaite communion. L'attente paraît longue, mais finalement le passage de la Kamwata est annoncé. Pour le coup, la fanfare est assurée par des hommes, mais dirigée par une dame de poigne. D'un pas assuré vers la tribune, les femmes de la Kamwata prônent l'égalité des chances et des genres. Le passage est acclamé par le public et les autorités. La pression peut retomber. Et pour mieux souffler, on s'est donné rendez-vous au club de la Kamwata à Bali. Sur place, la mise en place est effective.
Mais avant, on commente le défilé. De savoir que la population nous soutient, nous sommes rassurés. Ça veut dire que le message qui est porté par notre haute hiérarchie arrive au niveau des populations et c'est un message qui nous dit que nous devons continuer à aller de l'avant dans ce sens. Cette semaine aura été marquée par diverses activités. Mardi, on avait la journée gastronomique et puis on avait la semaine après les relèves sur le terrain qu'on a eu effectué mercredi. Et puis on a eu vendredi la journée sportive. Notre directeur général, avec toutes les activités qu'on a organisées sous son contrôle, voudrait nous faire comprendre que la Camwater repose d'une manière assez importante sur les femmes. La dernière phase, et non des moins importantes, démarre enfin. Sous le regard attentif du représentant du directeur général, les femmes de la Camwater sont honorées, particulièrement celles qui vont à la retraite cette année. Entre sketch et prestations artistiques, les dames dont un peu plus de la moitié occupent des postes de responsabilité ont pris une pause dans leur vie professionnelle. Comme tous les vendredis, tout un programme culturel pour le week-end dans les salles de projection, des longs et courts métrages au programme, de la musique également. Et entre autres rendez-vous, Salatiel qui offre un concert ce week-end à Paris en France. La galette culturelle du week-end vous est offerte par Alex Kokola. Le forfait culturel du week-end ouvre ses projecteurs par les salles sombres. Le drame passionnant intitulé Queen and Slim avec Daniel Kaluuya sera projeté ce vendredi au Canal Olympia Club de Yaoundé. De son côté, un scandale, celui des Desroches, vous plongera dans les coulisses d'une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. C'est ce dimanche à partir de 18h. There's a reason for clear desks. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'association de théâtre surnommée OTNI à Yaoundé, l'Institut Goethe-Vos ouvre ses portes ce samedi avec le drame post-moderne du dramaturge et le metteur en scène allemand Heiner Müller. What is she doing? This could kill my network. We need everyone. Are you okay? Toujours dans le 7e art, les cinéphiles de Yaoundé et environ pourront assister à des projections des films en Bankomo au United Club Cinéma. Ce même samedi, rejoignez le fondateur d'Alpha Beta Records, Salatiel, lors de son concert live en France. Le gourou du Afropop se produira à Paris avec ses meilleurs choix. Excellent week-end. En sport, championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2020 au Cameroun. Encore 22 jours et le coup d'envoi de cette compétition sera donné. Les 16 pays engagés dans cette phase finale nourrissent chacun l'ambition de remporter le trophée continental. Dans notre compte à rebours, nous nous intéressons ce soir à la poule D, basée à Limbé, un groupe composé de la Zambie, de la Namibie, de la Tanzanie et de la Guinée. Joseph Gouetamandin pour plus de précisions. C'est ici, au stade Omnisport de Limbé, que se joueront les matchs de poule du groupe D du CHAN Cameroun 2020. Parmi les 4 pays affichés, la Zambie semble mieux armée que ses concurrents. Les Chipolopolo seront à leur 4e participation dans ce championnat d'Afrique des Nations de football. Le Sili national de Guinée, lancé aussi à la conquête du trophée, se présente comme un challenger sérieux. C'est l'une des sélections capables de renverser l'échelle des valeurs. Sa 3e participation dans cette compétition pourrait lui ouvrir une nouvelle page dans son palmarès quasi vide. La Tanzanie, qui fait son comeback après la première édition, a envie de prouver que le nivellement des valeurs reste universel. 11 ans après, la sélection tanzanienne retrouve l'élite du football continental. Sans doute l'une des grandes curiosités de ce CHAN, au même titre que la Namibie, qui ne vient pas en victime résignée. Et pour leur logement, les 4 pays seront regroupés à Limbé, au Parliamentarian et au Fini Hotel. Seules la Zambie et la Namibie feront des navettes à Boya pour leur séance d'entraînement. Cette poule D entre en jeu officiellement le 7 avril pour un match enlevé des rideaux entre Zambiens et Tanzaniens à 17h. La Guinée et la Namibie descendent sur la pelouse en nocturne.
Encore 22 jours pour vivre la fête du football du continent africain en terre camerounaise. L'affiche sportive du week-end à Yaoundé, les Lions U17 font face ce samedi à l'équipe de Sao Tomé et Principe. Ce sera à 15h au stade de Ngoaikele. C'est le match retour du premier tour de qualification pour la Coupe du Monde de cette catégorie prévue en Inde. La 27e journée du championnat de football Elite One, les Final Four de basketball et le lancement de la saison de natation dans le littoral sont entre autres les événements sportifs majeurs de ce week-end. Robert Badjek. Le week-end s'annonce particulièrement mouvementé tant il y a d'événements sportifs sur l'ensemble du territoire. À Yaoundé, les férus de basketball devront prendre la direction du Palais des Sports ce samedi et ce dimanche pour vivre les demi-finales et les finales du tournoi Final Four. Overdose, FAP, école de basketball de Douala et université de la même ville vont se crêper le chignon dans la catégorie féminine, pendant que chez les messieurs, université de Douala, l'UNCAM basketball, FAP et Onyx de Yaoundé vont montrer leurs muscles pour s'adjuger le titre de champion national. Toujours à Yaoundé, mais en football cette fois, les Lions U17 reçoivent Sao Tomé et Principe en match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie qui se tiendra en Inde au mois de novembre. Stéphane Janangono et ses filles abordent ce match en toute sérénité puisqu'elles ont remporté la manche aller par 4-0. Début de la partie au stade de Ngoaikele ce samedi à partir de 15h. Le football ce week-end, ce sera aussi la 27e journée du championnat national Elite 2. Fauve-Azur et Stade de Berthois s'affrontent ce samedi au centre d'excellence de la CAF en Bankomo à partir de 15h. À la même heure au stade Doumbé Oumar, Gaoundéré FC reçoit Renaissance de Goumou. Et puis le derby régional entre AS Matelo et les Astres de Douala se tiendra au Middle Farm Stadium de Limbé à partir de 15h. À Douala, justement, la Ligue régionale de natation et de sauvetage lance sa saison à travers des compétitions à la piscine semi-olympique de la cité SIC Bassa dès 8h. Nage libre, brasse, dos et papillons sur 50 et 100 mètres constituent les différentes variantes auxquelles les spectateurs auront droit tout le long de la journée. De quoi passer un bon week-end. Voilà qui met un terme au journal ce soir, le 20h30 de ce vendredi, préparé avec la collaboration de Mirabel Tala, Alex Kokola et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Gilbert Anguini. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. À demain 20h30. Bonne soirée à tous.